Bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce meet-up dédié à tout ce qu'on peut faire de plus intelligent avec nos documents dans l'entreprise. Et on va parler aujourd'hui de capture cognitive. Alors, je suis Joël Milgram, je travaille chez IBM Cloud and Cognitive Software, plus particulièrement dans l'équipe Digital Business Automation. Nous avons une gamme de produits qui s'appelle IBM Cloud Pak for Automation, dont l'un des produits phares est justement une offre de capture. Alors, pour animer ce meet-up aujourd'hui, je vous propose l'agenda suivant. Je vais vous expliquer ce que c'est que ce Cloud Pak for Automation assez brièvement. Et très rapidement, nous allons parler de scénarios d'automatisation initiés par un document. Donc, c'est là que on va pouvoir introduire cette notion de capture cognitive et on va voir avec quel type de solution on peut mettre en place cette capture cognitive. Bien entendu, je suis sûr que vous l'attendez, je vous ferai une démonstration d'un produit IBM et vous verrez la force, la puissance que l'on peut apporter à l'entreprise pour automatiser le traitement des documents de l'entreprise. À la fin, je vous donnerai quelques liens pour aller plus loin sur ces sujets-là. Tout de suite, à propos du Cloud Pak for Automation, donc c'est une plateforme complète pour l'automatisation des opérations de l'entreprise. On ne traite pas que la capture. La capture, c'est l'analyse automatique des documents numériques pour en extraire des données. Ces données, ensuite, on va les injecter dans des applications. On va les traiter avec peut-être d'autres solutions d'automatisation, comme des robots, par exemple. Vous voyez ce petit logo ici sur la gauche. Il symbolise notre solution qu'on appelle RPA, Robotic Process Automation, qui est dédié à l'automatisation de tâches routinières, répétitives, que l'on a dans l'entreprise quand il s'agit justement de traiter un document, de récupérer les données et de venir les copier-coller dans un champ de formulaire pour pouvoir ensuite déclencher des actions. Tout ça, aujourd'hui, pardon, on dispose de solutions automatisées dans notre plateforme Cloud Pak for Automation pour pouvoir simplifier ces actions, gagner du temps, permettre aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et faire traiter ça automatiquement par la machine. Donc, au-delà de ces aspects, on va aussi automatiser les processus de l'entreprise, les processus de bout en bout. Donc, quand on va par exemple souscrire une nouvelle inscription, un nouveau contrat pour un client, ça passe par toute une série d'étapes, des étapes de saisie d'informations. Donc, on pourrait automatiser sur la base d'entrée de documents. Ensuite, il va y avoir de la validation, on va compléter les informations, on va aller copier ça dans des systèmes, dans des bases de données. Donc tout ça, c'est un process complet que l'on peut automatiser. Parfois, on doit aussi appliquer des règles d'entreprise ou des régulations liées à des normes. Et pour ça, on propose un logiciel d'automatisation des décisions qui va appliquer des règles métiers, des règles qui sont rédigées en pseudo-langage naturel ou sous forme de table de décision, de manière à ce qu'elles soient facilement maintenables par des personnes qui ne sont pas des personnes techniques. On va arrêter de coder les règles avec un langage informatique, quel qu'il soit, if, then, else. Là, on va pouvoir vraiment les écrire en pseudo-langage naturel. Ça pourra se lire naturellement si l'âge de l'emprunteur est inférieur à 25. Ça sera une clause par exemple, dans la règle elle-même. Et enfin, la dernière icône que l'on voit sur ce tableau symbolise nos solutions de gestion d'automatiser du cycle de vie des documents de l'entreprise, justement depuis leur acquisition, souvent avec des logiciels de capture, jusqu'à leur sauvegarde, leur modification, la gestion des droits, et ensuite leur archivage, pourquoi pas, à des fins légales ou juste de conservation. Donc ici sur cette page, j'ai noté les noms des logiciels que nous proposons. Vous voyez que pour la capture, nous avons tout un ensemble de solutions dont je vais parler dans cette présentation. Donc, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien.
Et parlons de ce que c'est que comment est-ce qu'on arrive à cette capture cognitive. Tout d'abord, prenons un peu de recul, intéressons-nous à la transformation numérique. La transformation numérique des entreprises crée des informations brutes, plus rapidement que les humains ne peuvent les traiter, créant justement des risques importants pour presque toutes les entreprises, parce que comment adapter son entreprise lorsque l'information dont les employés vont avoir besoin et les submerge, et c'est une information brute qu'il va falloir, dans de nombreux cas, traiter, enfin raffiner tout d'abord, pouvoir automatiser justement, et ensuite faire rentrer dans le système d'information. Ces informations, elles arrivent sous forme de documents, ça peut être des images papier ou numériques. Je veux dire, par exemple, dans une banque, on va avoir des chèques qui vont arriver, qui doivent être vérifiés, des factures. Alors ça, c'est un document qu'on prend souvent en exemple parce que c'est le document type de l'entreprise. Toutes les entreprises fonctionnent forcément avec, pour vendre des produits ou des services, des bons de commande, des factures de fournisseurs qui arrivent au format PDF ou sous tout autre type de format, dans un courrier électronique, par exemple. Ça arrive au service comptable. Alors souvent, c'est une personne qui va devoir le traiter. Il faut savoir que aujourd'hui, on dispose des solutions pour pouvoir automatiquement reconnaître qu'un email envoie une facture, pouvoir extraire ce document et le faire rentrer dans une chaîne qui va automatiser son traitement. On n'est plus obligé de passer du temps à ça, d'avoir une personne qui va être dédiée à ça. Et du coup, ça va permettre de traiter cet email au moment où il arrive. Si par exemple c'est un email qui est envoyé automatiquement par une machine, ça peut être la nuit, ça peut être à n'importe quelle heure du jour ou de la semaine. Et on n'a plus besoin d'attendre que la personne soit disponible pour le traiter, surtout si elle a, comme vous et moi, une liste importante d'emails dans sa corbeille et que elle va avoir besoin de traiter pas mal d'informations avant de tomber dessus. Si on parle un peu de chiffres, on considère, selon certaines études, que 2 tiers des entreprises émettent donc déjà des factures au format PDF, mais moins de 20% de ces factures électroniques sont structurées. Il faut dire que chaque entreprise a la possibilité d'émettre une facture avec le format qu'elle souhaite. Il n'y a pas de règle là-dessus, mis à part que bien sûr, on doit avoir l'expéditeur, le destinataire, le montant, le numéro de TVA, le montant brut, le prix unitaire, etc., etc. Donc on doit avoir un certain nombre d'informations, mais ensuite, sur la page, ça peut apparaître à n'importe quel endroit. C'est pas le seul type d'ailleurs de document qu'on a envie de traiter. On veut aussi pouvoir faire rentrer dans le système d'information peut-être des données publiées par le gouvernement, des données de recensement, des informations démographiques sur les clients, des flux de médias sociaux de l'entreprise avec lesquels les clients interagissent, par exemple, des photos qui sont associées à une commande, un code barre, selon le domaine. Là, je parle beaucoup de factures, etc. Mais si on se met dans le domaine, je sais pas, dans le domaine médical, par exemple, sur un dossier patient, on va avoir tout un ensemble d'informations là aussi qui sont super importantes pour pouvoir aider au diagnostic. Ce sont des documents de l'entreprise ou de l'organisation qu'il faut pouvoir traiter et faire rentrer dans le système d'information pour pouvoir les délivrer à la bonne personne, les stocker dans la bonne application, extraire les données qu'on peut extraire automatiquement pour pouvoir alimenter les systèmes. Slide suivante. Pourquoi ça avance pas? Pardon. On parle de plus en plus dans l'entreprise, non plus d'automatisation, mais d'hyper-automation ou hyper-automatisation, on peut dire en français. C'est un terme que le cabinet d'analyste Gartner a lancé en observant ce qui se passait aussi bien du côté des attentes des utilisateurs dans les entreprises que de ce que proposent les entreprises comme la nôtre en termes de solutions. Au départ, on numérisait un document, on extrayait donc le contenu, le flux de caractères pour pouvoir faciliter le traitement. Ensuite, on avait des applications de vidéocodage pour extraire certaines zones et ensuite
permettre peu à peu d'éliminer le papier et faire rentrer ces informations dans un workflow. C'était bien, ça nécessitait encore pas mal d'interventions humaines. Ensuite, depuis ces dernières années, avec les progrès de l'intelligence artificielle, en s'appuyant dessus, de manière pratique, on est capable d'extraire des informations et de savoir quand on parle, par exemple, d'une personne, d'un lieu, d'une date, d'une adresse. Donc, les données clés d'un document sont reconnaissables par l'intelligence artificielle grâce à de l'apprentissage, grâce à des algorithmes spécifiques pour pouvoir ensuite réutiliser cette information. Maintenant, c'est une troisième étape, c'est l'étape dans laquelle nous sommes actuellement. C'est ça qu'on va appeler l'hyper-automatisation. Ça va être renforcer les forces de travail, donc aider l'utilisateur avec comment dire, on l'appelle souvent le digital worker, donc l'utilisateur numérique, le compagnon numérique de l'utilisateur réel, de l'employé, qui va travailler sur son poste de travail, observer ce qu'il fait, de temps en temps prendre le relais pour, par exemple, justement, récupérer les informations qu'ils ont dans un document et les écrire dans un formulaire de l'application d'entreprise qu'utilise l'employé à sa place. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. On va éviter des erreurs de recopie. On va pouvoir faire d'autres actions d'ailleurs, hein, aller corréler ces informations avec ce qu'on a dans une base de données, se connecter à un site web pour récupérer, je sais pas quoi, par exemple un taux, un prix dans un catalogue, et puis le rapatrier automatiquement. Tout ça pour faire gagner du temps à l'employé et augmenter la qualité de son travail en réduisant les erreurs qu'il pourrait faire. Voici ce que fait une solution de capture intelligente d'informations. Il s'agit d'une solution logicielle donc, qui peut s'intégrer à un large éventail de sources de contenu, mais surtout à des documents électroniques ou papier. Cela permet d'automatiser la numérisation hein, et la normalisation de toutes sources d'informations pour permettre une accessibilité fiable et cohérente et finalement un traitement intelligent. Au cœur d'une solution de capture de l'information, on va trouver la capacité à classer automatiquement le contexte de l'information, donc grâce aux mots-clés en fait, que va détecter l'IA, on va pouvoir être capable d'apparenter le document à une classification et du coup de mieux savoir ce qu'on va rechercher à l'intérieur. Et ensuite, l'intégration avec d'autres applications, comme par exemple tout simplement le référentiel de contenu dans lequel on va stocker ce document, hein, puisque c'est un document de l'entreprise, on veut le conserver, on va lui associer des métadonnées. Une métadonnée, c'est une information complémentaire sur le document qu'on aurait été capable d'extraire automatiquement. C'est une facture, elle a un numéro, elle a une date, elle a un expéditeur, un destinataire. Je vais être capable de capter ces informations grâce à l'IA, grâce à la numérisation aussi déjà, et les ajouter dans mon référentiel de contenu ici en bas, associé au document. Ce qui fait qu'ensuite, dans ce référentiel de contenu, je pourrais ressortir toutes les factures entre je sais pas quoi, le 10 janvier et le 20 janvier qui traitent de tel ou tel produit. Ce n'est pas la seule destination. Grâce à des robots, donc RPA, dont je parlais tout à l'heure par exemple, on va être capable de traiter ces informations et de les envoyer vers d'autres applications, vers des ERP, vers des CRM, pour déclencher des flux de travail, pour par exemple alimenter des processus métiers. Donc voilà un premier scénario d'automatisation initié par la capture d'un document. C'est exactement ce qu'on fait avec nos solutions. Imaginez qu'on reçoive un document de l'entreprise, donc dans un format image ou même un PDF, enfin un format avec du texte. On va appliquer ces technologies de capture cognitive sur lesquelles on va insister aujourd'hui. D'un autre côté, le document lui-même, on est capable de l'envoyer dans une GED, une gestion électronique de documents, une solution de stockage, de gestion du cycle de vie du document, directement. Mais au passage, grâce à la capture cognitive, on va être capable d'extraire un certain nombre d'informations structurées qu'on a. Alors là, par exemple, dans notre solution, on l'extrait sous forme d'un fichier JSON.
fichier JSON, c'est un formalisme d'information, formalisme d'information. C'est un fichier structuré. JSON, ça veut dire Java Simple Object Notation. Donc très facile à lire par l'homme et surtout par la machine pour pouvoir ensuite l'injecter dans des applications ou le traiter pour que la GED le reconnaisse et s'en serve de métadonnées. C'est un format d'échange d'informations aujourd'hui qui est très généralisé. Il y a quelques années, on utilisait beaucoup XML. XML était très verbeux. JSON est plus rapide, plus court, plus succinct, plus synthétique et plus facile à utiliser. Il a pris le pas sur XML. Et donc, dans ces traitements basés sur le contenu, du coup, on va souvent, pour l'interaction avec les différentes applications, avec les processus métiers, avec les ERP ou avec les applications d'entreprise, on va confier ce fichier JSON à un robot qui, lui, va facilement pouvoir travailler dessus et déclencher telle ou telle action, comme par exemple remplir un formulaire, invoquer un web service, enregistrer ces informations en base de données, déclencher, préparer une réponse à un email ou toute autre action facilement automatisable. Donc, si vous voulez, dans l'entreprise, la valeur pour le métier, ça va être une réponse beaucoup plus rapide, entraînant une satisfaction pour les utilisateurs. On va réduire les coûts opérationnels grâce à cette automatisation. On va, comme je le disais tout à l'heure, réduire les erreurs aussi, qui pourraient être liées à la saisie manuelle et optimiser la précision des informations délivrées aux clients. Les solutions de capture traditionnelles prennent souvent en charge un ou plusieurs canaux où les documents peuvent être collectés dans le but d'extraire des données et utilisés dans le cadre d'un processus métier. Donc, un certain nombre de variables doivent être prises en compte pour le canal ou la plateforme de collecte. La méthode optimale de collecte du courrier électronique est très différente des méthodes requises pour la collecte de documents papier et électroniques, à partir d'un appareil mobile, d'un fax, d'un scanner de bureau, quelle que soit la source. La prise en charge native de chaque canal, comme on le voit sur cette image, tous connectés au même moteur de classification et d'extraction, simplifie et normalise l'ensemble du processus, qui rend la solution beaucoup plus facile en fait déjà à concevoir, à maintenir, à déployer pour les utilisateurs. Lorsque vous devez vous adapter ou modifier rapidement la possibilité de collecter des informations brutes à partir de n'importe quelle source en natif, il va être essentiel d'avoir cette capacité à s'adapter à ce mode multicanal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de notre côté pour aider les entreprises à réaliser ces traitements? On va apporter des solutions logicielles. La première, c'est une solution qu'on utilise déjà depuis de nombreuses années, s'appelle DataCap, IBM DataCap. Elle est capable donc de s'appuyer sur des canaux divers et variés, comme j'en parlais à l'instant, quelle que soit la source, si vous voulez. DataCap va fournir ce workflow complet pour le traitement d'un document, depuis le point de collecte, quel que soit le canal, l'analyse, l'extraction de données et le routage vers de multiples destinations, comme par exemple un gestionnaire de contenu, SharePoint, FileNet, celui d'IBM, ou tout autre gestionnaire respectant certaines normes de l'industrie des GED. De plus en plus, les documents comme source peuvent être acquis directement à partir du téléphone portable. Côté IBM, on a mis à jour aussi notre portefeuille avec l'an dernier un produit que nous avons lancé qui s'appelle Mobile Capture, IBM Mobile Capture. Cette application permet de télécharger des documents, mais aussi d'extraire des informations de documents directement depuis le téléphone portable. Et bien sûr,
les télécharger vers un serveur qui pourra les stocker, là aussi, dans le gestionnaire de contenu. Je voudrais utiliser ici une vidéo que je vais commenter au passage pour démontrer ce mécanisme. Alors j'espère que la vidéo va bien passer à travers le WebEx pour tout le monde. Donc ici, sur le téléphone portable, je lance mon application dans laquelle un scénario de capture a été décrit. Je récupère par exemple une pièce d'identité. Ensuite, j'ai un formulaire envoyé par mon organisation qui me permet, je l'ai rempli, il me permet de récupérer son image et automatiquement, l'application va être capable d'extraire les informations attendues. Je vais pouvoir vérifier qu'elles ont été extraites correctement. La photo n'est pas forcément très lisible. Là, par exemple, il y avait une erreur sur le nom. Je peux le corriger. Peut-être qu'une information avait été mal saisie ou n'avait pas été saisie du tout. C'est le cas du numéro de compte, par exemple, et j'ai la possibilité de revenir sur le document et simplement, avec le doigt, de venir surligner la zone à récupérer. Et là, le logiciel sur le portable va appliquer de l'OCR, de la reconnaissance de caractère, uniquement sur cette zone-là. L'ensemble document plus métadonnées, plus données extraites, est téléchargé vers le serveur. Et côté serveur, je vais directement, là vous voyez l'interface de FileNet, le gestionnaire de documents. Je vais directement retrouver ces documents avec les métadonnées associées. Comme propriété, toutes les informations qui ont été automatiquement extraites de ce document, corrigé par l'utilisateur. J'ai directement toutes mes informations ici. Une fois que ces informations sont dans le gestionnaire de documents, ce n'est pas la seule, disons, utilisation de ce document et de ces métadonnées. Ça peut déclencher un workflow, un processus métier de l'entreprise qui est par exemple là, je sais pas, une demande de crédit ou quoi que ce soit. Donc, on va automatiquement avoir le déclenchement d'un workflow avec la première étape, l'étape de validation des données, qui est grandement facilitée pour les gestionnaires puisque l'utilisateur, le demandeur initial a lui-même fait une partie du travail. Il a saisi ses documents et il a précisé les différentes données dont j'avais besoin. Cette application de capture mobile est en particulier utilisée par l'un de nos clients, la Banque de Montréal, qui a mis en place le paiement de la facture grâce à cette application. Les clients de la Banque de Montréal ont la possibilité de télécharger sur l'App Store cette application, BMO Mobile Banking, et ils vont pouvoir directement prendre en photo une facture, récupérer les différentes informations et déclencher un virement depuis leur compte vers le destinataire grâce à cette application. Parlons de classification, d'extraction. On a vu la mécanique d'extraction, mais on n'a pas encore parlé d'intelligence. Donc, comment est-ce qu'on va injecter de l'IA dans ces process-là? La classification intelligente et l'extraction d'informations impliquent donc la conception, la configuration et le déploiement de projets de capture d'informations. Processus de conception et d'entraînement des outils de capture traditionnels pour classer avec précision les documents, c'est souvent complexe, c'est souvent coûteux. L'OCR, déjà, c'était coûteux. L'OCR, c'est la reconnaissance optique de caractère. À une époque, on ne le faisait même pas sur toute la page parce que ça prenait du temps. Ça prenait du temps au logiciel de pouvoir convertir chaque caractère en des lettres et puis être sûr que ça corresponde à quelque chose d'intelligible. Donc avant, on désignait des zones qu'on découpait comme ça à la main. Il fallait auparavant donc avoir un document. Ce document, il fallait qu'il ait toujours la même forme parce que on prenait donc à certains endroits du document des zones que on allait analyser avec l'OCR pour pouvoir ensuite les injecter dans les applications. Donc
on se concentrait au départ sur les projets qui auraient le meilleur retour sur investissement pour appliquer ces algorithmes. Quand on voulait le faire sur des factures, il fallait être capable en plus de prendre en compte différents types de factures, parce que tous les fournisseurs n'envoient pas des factures avec exactement le même format. Quand il s'agit de formulaires CERFA de l'administration, ça, on n'a pas de problème, parce qu'on sait exactement où vont se trouver les zones, donc on peut les découper. Mais ce n'est pas le cas de tous les projets. L'intelligence artificielle simplifie grandement la conception de projets de numérisation, parce que on va avoir une plus grande flexibilité dans les sources d'information. On va plus avoir besoin réellement de savoir où ça se trouve sur la page, et on va pouvoir quand même trouver l'information, classifier le document, extraire les données que l'on recherche. Donc l'approche par zone, exactement, voilà, c'était pour illustrer le point, on voyait que quand on avait ce type de document, on pouvait venir sélectionner des zones, et l'OCR était donc très efficace pour convertir ces zones sur la page, mais il fallait que la zone soit au bon endroit, que le texte n'ait pas bougé ou n'ait pas disparu, sinon la technologie d'OCR allait louper l'information, et du coup le document allait devoir être traité manuellement, ce qui fait perdre beaucoup de temps. Là où la stratégie échouait, c'était justement à cause de cette multiplicité de sources avec des variantes différentes, et c'était impossible pour l'entreprise de créer suffisamment de modèles pour suivre le rythme. Donc certains de nos grands clients nous disaient, je parle de ça il y a quelques années, hein, ils ne voyaient pas les avantages, ils étaient obligés de se concentrer sur certains projets à forte valeur ajoutée, mais on ne risquait pas de pouvoir traiter tous les documents de l'entreprise. Certains des cas d'utilisation les plus prometteurs, en particulier dans le domaine de la finance, n'étaient tout simplement pas possibles avec les approches par modèle. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, mais mettons de côté les modèles, abordons le sujet d'une manière complètement différente, en se basant réellement sur la page dans son ensemble. Regardons un petit peu comment est-ce qu'elle se présente. On a souvent, comme vous pouvez le voir ici, une information qui précise ce qu'on va trouver dans une zone. Cette information, elle peut se trouver au-dessus, devant, peut-être derrière, à côté, mais elle n'est pas loin de l'information. On a en quelque sorte un couple clé-valeur qu'il est intéressant de reconnaître dans la page. La clé est comme une étiquette sur la donnée qu'elle accompagne. Donc, c'était au lieu de rechercher des champs spécifiques et une position donnée sur la page, on a préféré finalement passer un OCR sur la page complète, d'autant plus qu'aujourd'hui les technologies le permettent, c'est beaucoup moins coûteux, et on va pouvoir repérer géographiquement les données qui sont proches les unes des autres, de la manière dont elles seront écrites, plus ou moins gras, plus ou moins petits, avec 2 points entre les deux, on pourra deviner qu'il s'agit d'une clé et de sa valeur, et on va pouvoir de cette manière-là extraire l'information de manière beaucoup plus intelligente. Donc on a inversé la méthode traditionnelle qui conservait à identifier d'abord le document. On n'a plus de préparation par lot, on n'est plus obligé de classer ces documents, on n'est plus obligé de configurer le moteur de reconnaissance pour qu'il sache exactement sur quoi il va s'appliquer. On va pouvoir traiter des documents comme ils vont arriver, à la volée, et être beaucoup plus précis sur leur traitement. Donc, avec notre produit, justement, Content Analyzer, que je vais vous montrer en démonstration dans un instant, on va avoir un moteur intelligent qui va être capable de faire cette extraction. Il est capable, d'un côté, de reconnaître la classification du document, donc de savoir à quoi s'apparente ce document. Est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est un bon de commande? Est-ce que c'est un CV? Est-ce que c'est n'importe quel document de l'entreprise? Ensuite, dans ce document, il va être capable d'extraire des données sous forme de paires, clés et valeurs. Il va aussi être capable de reconnaître des tableaux et d'extraire donc l'information qu'on a sur chaque ligne, sur chaque colonne, y compris souvent un pavé qu'on a en bas
du tableau qu'on appelle le résumé et faire un apprentissage par adaptation. Si jamais il y a des nouveaux contenus, si jamais je veux récupérer de nouvelles clés-valeurs, si jamais je veux marquer certaines informations comme étant obligatoires sur le document, j'ai la possibilité de le faire. Et du coup, mon moteur d'analyse Content Analyzer va apprendre ce mode de traitement et va le respecter, l'appliquer à partir de ce point sur les futurs documents. Donc, je transmets mon document à un service. Content Analyzer se présente comme un service, un web service, un service sur le web, un service que je peux consommer donc soit sous forme de logiciel as a service fourni par IBM. Bien sûr, il peut également s'installer dans votre propre système d'information pour rester sur place, même si le logiciel apprend des modèles, apprend des classifications, affine un algorithme d'apprentissage, mais ne conserve aucune donnée, ne conserve aucun document et aucune information extraite, bien entendu. Il renvoie au demandeur sous forme d'un format JSON, comme je vous le disais tout à l'heure, les données extraites. Il renvoie également le document d'origine, si c'était une image, sous forme d'un document PDF, avec l'image transformée en texte, je vous le montrerai tout à l'heure, mais il ne conserve aucune information. Content Analyzer, c'est un service cloud, comme je vous le disais. On va pouvoir l'utiliser depuis n'importe quelle application. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il peut être appelé par des robots, appelé par vos propres logiciels, par votre propre logique métier, pour pouvoir traiter et classifier ces documents. Il va résoudre du coup le problème de la création de projets de classification et d'extraction et fournir également des résultats en temps quasi réel, enfin fil de l'eau, parce qu'il peut avoir beaucoup de documents à traiter, en production. Il s'adapte au volume pour les applications d'entreprise. Donc, ce qui est nouveau avec Content Analyzer par rapport aux approches traditionnelles, c'est cette analyse métier où un opérateur de capture peut former le système à la reconnaissance des documents. On n'a plus besoin de passer par des experts, par des consultants techniciens qui savent configurer les logiciels de capture. On peut mettre ce moteur d'apprentissage entre les mains d'utilisateurs métiers. On va voir que son interface de configuration est très simple. Un autre grand défi qui se présente dans les applications donc, de capture d'informations dans l'entreprise, c'est que le document, OK, on va le récupérer, on va le traiter, retrouver des informations, mais ce dont je parlais tout à l'heure en termes d'hyper-automatisation, donc être capable d'apporter à l'utilisateur une aide virtuelle, un robot capable de l'accompagner dans les opérations de gestion qu'il a autour de ce document, la phase donc par exemple de workflow, appliquer un processus d'entreprise au document entrant, donc le document qui arrive dans l'entreprise, quelle que soit sa source, quel que soit le canal par lequel il va arriver, déclenche en quelque sorte une série d'actions et en automatise la gestion et le suivi au fil du temps. Donc il peut y avoir plusieurs acteurs qui vont intervenir pour la validation, pour du traitement de certaines parties du traitement. Si je reprends la facture, il y a une personne qui va la vérifier, il faudra la rapprocher d'un bon de commande, il faudra vérifier que, par exemple, le produit a bien été livré ou que le service a bien été fait. Et ensuite, seulement on autorisera le paiement, et le paiement, ça se passe au service comptable, donc c'est encore une autre personne qui intervient. Mais l'ensemble de ces actions peut être représenté dans un workflow, et ce workflow peut être appliqué par des logiciels d'automatisation. Voilà comment on peut réellement, de bout en bout, traiter la capture intelligente de documents dans l'entreprise. Un exemple de workflow de validation, encore une fois, on peut le faire avec notre logiciel DataCap. Prenons cet exemple de demande de location de véhicules qui apparaît. Le document a été analysé. On a récupéré un certain nombre d'informations comme par exemple le pick-up location, le point
où on va récupérer le document. Il y a une zone qui intervient, New York, JFK. On peut vérifier en allant vers une base de données que ça fait bien partie des sources, enfin des localisations ou des points de récupération d'un véhicule existant. On pourra vérifier que la date de retour est bien postérieure à la date de prise en main, etc. Donc, on va être capable de rajouter des règles métiers, des vérifications de cohérence sur le document, multiplié par des milliers de documents, des dizaines de champs dans les documents. Ces petites méthodes réduisent la charge cognitive des utilisateurs et augmente la qualité des données pour toutes les sources d'informations. Plutôt que de simplement faire passer des résultats d'une API à une autre, une solution de capture clé en main doit fournir les interfaces permettant de compléter le processus de validation. Sinon, on risque d'avoir des infos erronées, on risque de perdre de la valeur à cette capture cognitive de documents dans l'entreprise. Donc avec IBM DataCap, on va être capable de prendre un document, quelle que soit sa source, de pouvoir extraire les données et faire une validation de données intelligente. Cette combinaison en fait des logiciels va permettre aussi donc d'appliquer l'IA sur l'analyse du document pour ensuite traiter ce document dans des applications qui vont faire gagner beaucoup de temps et réduire les temps de traitement des différentes applications. Donc pour résumer, avant de passer à une démonstration, la capture intelligente de documents va être au cœur de ce qu'on appelle maintenant l'hyper-automatisation dans l'entreprise. C'est vraiment ce que recherchent nos clients. Ça contribue à faciliter la transformation numérique. C'est notre Cloud Pak for Automation qui va donc contenir un certain nombre de logiciels d'automatisation, dont cette capture avec Content Analyzer, DataCap, le Mobile Capture, vont accompagner nos clients pour intégrer ces capacités dans leur processus ou dans leur projet. On va pouvoir compléter, enfin, on va pouvoir fabriquer des solutions complètes de bout en bout avec beaucoup de qualité pour nos clients. On a la capture en mode multicanal, on a l'OCR, on a l'application d'intelligence artificielle pour la classification et l'extraction d'entités comprises dans les documents. On va pouvoir ensuite injecter ces données, non plus ces contenus non structurés, mais ces données structurées dans des workflows, les faire traiter par des robots pour pouvoir couvrir des processus métiers complets. Donc, la cohérence entre nos différents logiciels, la capture interagit par exemple avec le RPA, la capture apporte des métadonnées aux documents pour que ces documents soient ensuite stockés et classifiés dans une GED d'entreprise, dans une gestion électronique de documents. La capture interagit aussi avec les logiciels de gestion de règles métiers ou de décision pour pouvoir valider un certain nombre de règles de cohérence, pour pouvoir calculer un risque, détecter une fraude, appliquer ou générer un taux, faire de l'éligibilité dans le cadre d'un processus. Et aussi, la capture va être l'élément déclencheur d'un workflow pour tout process qui est initié par un document. IBM apporte des solutions qui sont très bien notées par les analystes. On est considéré par beaucoup comme un leader du marché sur tous ces types de solutions. Je vois que le temps passe assez vite. Je voudrais maintenant vous montrer le logiciel donc grâce à cette démonstration, avant de passer à des key takeaways, comme vous l'avez vu dans l'agenda, et répondre à toutes vos questions. Alors, première chose, je vais me connecter à la solution Business Automation Content Analyzer en mode cloud.
Donc j'utilise dans mon cas, dans la présentation ici, la version SaaS, as a service. Je lance mon logiciel. J'arrive sur une interface relativement simple et la première chose qu'on va faire ici, donc ici on voit certains documents qui ont déjà été téléchargés par des collègues à moi pour les analyser. Là, ce que je vous propose de faire ensemble, ça va être de partir sur un document euh, qui est une facture d'intervention. Bidon, hein, c'est un document qu'on a fabriqué nous-mêmes, ça correspond à aucun cas réel. On voit que cette facture contient un certain nombre de données. Qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de capture intelligente pour le faire rentrer dans l'entreprise? Alors, je vais utiliser dans mon menu ici le modèle d'apprentissage automatique. Certains documents ont déjà été entraînés par certains de mes collègues ou par moi-même, je ne sais plus. Aujourd'hui, ensemble, on va créer donc un modèle pour cette fiche d'intervention. Je lui donne un nom. Et première chose à faire, ça va être de charger des documents. Donc ici, j'en prends un, parce que je n'en ai qu'un. Oups, pardon. Je le dépose ici dans ma fenêtre, et il va être analysé par Content Analyzer. Donc il est téléchargé sur le serveur. Rien ne se passe sur mon poste de travail, puisque je suis ici dans le navigateur. Le mieux pour cet apprentissage automatique est de donner un grand nombre de documents. Plus on donnera de documents, plus l'algorithme d'apprentissage sera précis puisqu'il va pouvoir détecter les variantes entre différents documents et faire une compilation en fait de tout ce de tout ce qu'on peut avoir pour désigner la même information. Donc, qu'est-ce qu'il a appris de ce document? L'algorithme par défaut, hein, c'est la première fois qu'il rencontre ce document, il l'a téléchargé ici, il a appliqué donc cette fameuse technique d'OCR, de reconnaissance optique de caractères, et on voit qu'il a surligné à peu près tout ce qui était des caractères sur cette page, sauf le IBM dans le logo. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Je dispose ici dans mon studio d'une plateforme qui va me permettre de traiter ces fameux couples clés-valeurs que l'on peut avoir dans un document. Je peux lui demander déjà automatiquement qu'est-ce qu'il a reconnu. Je zoome un peu sur le document. On voit qu'il y en a une première ici, c'est le numéro de dossier. Le numéro de dossier a été identifié, parce que il est à gauche, il y a 2 points, puis il y a une valeur à droite. Il a considéré ça comme étant une clé. Très bien, ça m'intéresse, je vais l'ajouter à mon modèle. Je vais appeler ça le numéro. Et, pardon, là, ici, c'est pas cette case que je dois utiliser, ça, c'est les différentes classes de clés identifiées apparaîtront ici. Je vais cliquer sur une nouvelle classe de clés. Je vais l'appeler numéro. J'ai besoin d'une information obligatoire, c'est le type. Alors, ça peut être alphanumérique, et je vais dire que c'est obligatoire. Donc, voilà déjà une clé. Je reviendrai sur les autres détails de la catégorisation des clés un peu plus tard. Ensuite, il a détecté un nom. Effectivement, Monsieur Polochon est ici avec le nom et la valeur. Très bien, ça m'intéresse. J'ajoute cette clé. Je crée une nouvelle classe de clé. Nom, très bien. C'est de type là uniquement alphabétique. C'est une donnée qui est obligatoire sur le document et c'est une donnée qui est sensible. Le caractère obligatoire, ça me permettra, ça sera important quand je vais traiter mes documents de manière automatique pour savoir lesquels je rejette et lesquels je fais entrer directement dans le système. Le caractère sensible, ça va être important pour savoir quand je dois anonymiser des données. Parce que ces documents, on va aller les stocker ensuite dans une base de données ou dans une base de documents. On va les traiter automatiquement dans des process. Mais depuis 2018, en Europe, par exemple, on a la loi RGPD qui nous oblige à savoir exactement pour chaque personne qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on possède comme information sensible sur lui, qu'on puisse le présenter, donc l'extraire, et qu'on puisse aussi les supprimer. Donc l'avantage de cette case sensible, ça va conserver cette information et ça me permettra d'appliquer la règle RGPD plus loin dans mes traitements. Voilà, j'ai déjà ajouté ces informations-là, ça peut suffire. Non, je voudrais encore vous montrer justement les autres éléments de,
de catégorisation des clés. Ici, on voit qu'on a des emails. On a plusieurs emails dans le document. Je vais créer une classe de clés pour mes emails. Donc ici, ça peut s'appeler mail. Là, je vais utiliser un autre type qui a déjà été préparé dans Content Analyzer, qui est capable de reconnaître la structure d'un email. On voit que comme autre élément dans la définition d'une classe de clé, on peut avoir un contexte de clé. Qu'est-ce que c'est qu'un contexte de clé? C'est l'ensemble des mots qu'on peut retrouver du côté de la clé pour catégoriser un email. Donc, qu'est-ce qu'on a typiquement? Souvent, on trouve email avec un E devant pour electronic mail. On peut retrouver aussi adresse électronique. Et je peux en rajouter autant que je veux de ce côté-là pour symboliser mes clés. Si le nom de la clé pouvait être variable et varié dans un certain ensemble de données, j'ai la possibilité aussi de lui donner un modèle. Ce modèle va se définir sous la forme d'une expression régulière. Une expression régulière, vous savez, quand vous tapez pour rechercher un document étoile, vous utilisez ce caractère joker qui va remplacer n'importe quelle suite de caractères. Le formalisme des expressions régulières, c'est donc une certaine syntaxe qui va permettre de représenter. On va le voir plus simplement sur ce que c'est qu'un email. Ici, comme extracteur, je vais utiliser justement l'expression régulière qui représente un email. Alors, celle-ci est assez simple. En fait, je vais en créer une nouvelle en utilisant donc un modèle de email à moi proprement, et je l'ai préparé par ailleurs parce que je le connais pas par cœur. Vous allez voir que ces modèles peuvent être assez complexes. Ça, bien sûr, c'est pas des utilisateurs métiers qu'on demandera de faire ça. Mais si vous voulez ici, quand on veut décrire proprement et de manière complètement intégrale ce que peut être une adresse email, il faut que ce soit un mot. Ça peut ensuite utiliser des caractères A à Z ou majuscules, des numéros ou le caractère underscore. On peut en avoir plusieurs. Ensuite, on va avoir le point, le fameux point entre le nom et le prénom, par exemple, le caractère arrobase, et puis à nouveau une suite de caractères, le caractère underscore, des points. C'est le cas pour mon adresse, par exemple IBM. Et puis on va finir par une extension entre 2 et 4 caractères. Là, ce ne seront pas des chiffres, ce sont uniquement des caractères. Donc si par exemple j'utilise mon adresse IBM, ici, je peux la tester, ça correspond bien à une adresse correcte. Si je rajoute un 1 à la fin, elle est refusée parce que l'extension ne peut pas contenir un numéro. Si j'enlève le caractère arrobase, c'est pas reconnu non plus. Alors en fait, c'est vrai qu'il pourrait être n'importe quoi, n'importe où sur la ligne. Ça, c'est une adresse email correcte, même si elle ne mène nulle part. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme extracteur pour vérifier que la chaîne de caractères qui sera à droite donc du couple clé-valeur, donc ce qui sera la valeur, respecte bien un formalisme que j'attends. Donc ce formalisme, je vais pouvoir l'enregistrer et il va être utilisé par cette classe de clés pour extraire des emails. Ensuite, j'ai une autre catégorisation ici de ma classe de clés. Elle s'applique aussi sur la valeur. On a vu que en amont, quand je vais découvrir ce que j'ai comme valeur, je peux utiliser un extracteur. En aval, une fois que j'ai découvert cette chaîne de caractères, je peux aussi la valider. La valider, ça ne changera pas sa valeur. Ça rajoutera simplement une catégorisation dans le format de sortie, donc dans le format JSON que Content Analyzer va renvoyer à l'application pour lui dire si ça respecte de manière, cette fois-ci non plus simplement syntaxique, mais sémantiquement, si ça respecte un certain formalisme. Ce formalisme, il peut par exemple être j'attends un email qui est dans une liste d'emails déjà préparée. Ou alors, cet email, il vérifie un formalisme
que j'ai donné a priori comme étant par exemple une adresse venant d'un site donné comme Gmail ici par exemple. J'avance assez vite parce que je ne vais pas insister ensuite spécialement sur cette donnée. Je voudrais vous montrer maintenant que j'ai catégorisé quelques informations sur ce document, ce que ça donne. Donc là, j'ai défini des clés valeurs. Je vais pouvoir faire l'entraînement de mon algorithme d'apprentissage sur ce document. Donc c'est très simple. On a défini 3 clés. Elles sont maintenant sur le document. Ce qui va se passer, c'est que donc ce service qui existe sur le web, j'ai la possibilité de le tester grâce à cette interface. Le tester, ça veut dire envoyer un document. Donc je télécharge ma facture, elle va être donc téléchargée sur le serveur, elle va être analysée par l'OCR, elle va passer au crible de toutes les... Pardon, juste avant de faire ça, j'ai oublié une étape. Je vais interrompre, excusez-moi. Ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est que maintenant que j'ai entraîné mon système, dans Content Analyzer, on a automatiquement ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle une ontologie. Une ontologie, c'est une représentation sémantique d'un concept. Ce concept ici, c'est la fiche d'intervention. Dans cette fiche d'intervention, grâce à l'entraînement de mes classes de clés, j'ai un certain nombre de clés qu'on va attendre dans ces types de documents. Maintenant, pour que Baka reconnaisse et soit capable de classifier ce type de document, il faut que je lui donne quelques informations. Il aura par exemple le mot facture et il aura aussi le mot intervention potentiellement dans le document. Ça va l'aider. Ensuite, il y a un titre dans le document. Si je reprends le document ici, on voit qu'on a en en-tête facture d'intervention. Donc, je vais le rajouter comme étant le titre du document. Voilà. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais pouvoir tester ce document dans Content Analyzer. Donc, si je charge le document, je reprends maintenant ici. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire pour préparer mon document. Donc, le document est transmis au serveur. Le logiciel va faire passer l'analyse des caractères. Sur les caractères, il va ensuite appliquer un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir extraire des informations. Donc, j'ai déjà vu que j'avais une puce verte qui me disait qu'il avait une certaine confiance. On peut voir que la classification est OK. Il a bien trouvé une fiche d'intervention, qu'il a bien trouvé ici un numéro de dossier avec un caractère obligatoire ici. Il a bien trouvé le nom et il a bien trouvé des emails. Alors ici, un premier email qu'on avait identifié, c'est de celui-ci dont on était parti. Ici, il en a trouvé un autre, correspondant, pardon, c'est le même. Ici, il en a trouvé un second. Et ici, même si la clé était email, il a bien trouvé aussi que c'était un email. Il l'a bien catégorisé comme étant un mail. Il me donne également en analyse en sortie les autres couples clés-valeurs que lui détecte, tout simplement parce que il y a une clé à gauche et puis une valeur à droite, même si moi je n'en ai pas besoin pour le moment parce que je les avais pas identifiés. Ça fera partie du document JSON d'extraction que le logiciel va me préparer. Un document JSON, ça ressemble à ça. Ça contient des accolades, un certain nombre, là aussi, de clés et de valeurs. Quand ça commence par un crochet, c'est que c'est une liste. Ensuite, la liste, elle porte donc une clé 0 avec un objet, etc., etc. Et dedans, donc là, je trouve des positions géographiques sur la page. J'aurais pas besoin de m'en servir. Ce dont j'aurais besoin de me servir, par exemple, si je fais une recherche dans ce document, KVP, mince. On est à 14h25, Joël. Il est 14h25, merci. Je vais revenir un instant sur l'entraînement de ma fiche d'intervention ici. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que même si le Content Analyzer n'a pas découvert toutes les clés-valeurs qui m'intéressent, donc par exemple, si je prends le montant total de la facture ici, j'ai la possibilité de l'ajouter. J'ai la possibilité de faire un apprentissage d'une nouvelle clé-valeur
que je vais être capable de venir définir ici simplement en surlignant les éléments et lui dire que ce que je retrouve ici, c'est une information qui m'intéresse. Je vais pouvoir ajouter une classe de clé que je peux appeler par exemple le montant total. Et comme tout à l'heure, lui indiquer, pardon, n'importe quoi. Oui, voilà, non, c'est bon. Lui indiquer que c'est du numérique étendu. Et je vais m'arrêter là. Je vais dire que c'est terminé. Je reviens sur mon. J'ai bien cliqué sur enregistrer. Appuyé par le client, voilà, c'est ça. Je reviens sur mon modèle d'apprentissage. J'ai simplement ici besoin de l'entraîner à nouveau. Et maintenant, si je reviens sur le document et que je demande de le soumettre à nouveau, une application pourrait se servir de cette information montant à payer directement, comme on va le voir dans un instant. Allez. Donc ici, le montant à payer par le client a été détecté et va faire partie de mon formalisme de sortie. Alors, je pense que ces slides pourront être partagés. Ce que je voulais vous donner comme information complémentaire, c'était donc un lien vers le site IBM sur Content Analyzer qui donne un certain nombre de formations et d'informations, et des liens vers d'autres vidéos qui montrent comment on peut utiliser la capture intelligente dans l'entreprise. Toute la documentation sur le logiciel est également en ligne dans notre Knowledge Center, dont l'URL est ici. Pour le Cloud Pak for Automation dans son ensemble, donc tous nos logiciels, y compris pour Content Analyzer. Et pour les personnes qui font partie d'IBM qui nous écoutent aujourd'hui, dans Slack, vous disposez d'un certain nombre de canaux, de channels, en particulier ces deux-là. Sinon, en allant directement sur YouTube, en tapant Business Automation Content Analyzer, vous trouverez un certain nombre de vidéos d'exemples sur l'utilisation du logiciel. Et nous avons aussi une chaîne très didactique qui s'appelle Digital Technical Engagement. Donc, il suffit de chercher ça sur YouTube et vous tomberez sur notre chaîne qui comprend un certain nombre de vidéos sur les logiciels d'automatisation, sur l'hyperautomation et sur Backup. Merci beaucoup, Joël. Là. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et très claire. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les reporter dans le chat. Voilà. Sinon, pour votre information, sachez que le replay de cette présentation sera mis à disposition très rapidement, donc sous YouTube. Merci Val, donc pas de questions. Si, j'ai une question sur le Q&A. Justement, j'insistais sur ce point tout à l'heure. Avant, quand on avait de multiples sources d'informations, en particulier la facture, une entreprise peut recevoir jusqu'à 200 types de factures à traiter avec des formalismes différents. Et c'est complètement non prédictible. La grande différence qu'on a avec Content Analyzer versus les techniques précédentes de gestion d'OCR et de traitement des documents, c'est justement que on va être capable de reconnaître, grâce à ces couples clés-valeurs, des informations quelque part sur la page, même si elles ne sont pas au même endroit. C'est typiquement cette problématique qu'on traite avec Content Analyzer. Je vais utiliser encore un peu de temps pour revenir sur le logiciel et vous montrer ce qu'on est également capable de faire en termes d'intelligence artificielle. On a donné un document quelconque à Content Analyzer. Il a été capable de le saucissonner en sections, de trouver donc un en-tête, des paragraphes. Et dans ces paragraphes-là, grâce à l'IA et voilà, par exemple, un exemple, là au milieu du texte,
Il a été capable d'identifier un, un lieu. Non, pardon, je vais prendre l'autre document, ça sera beaucoup plus clair. Cette lettre-là, voilà. Euh, Au milieu du document, il a été capable de... En analysant le texte, il comprend ce que l'utilisateur en langage, disons, naturel a voulu détecter, et on va pouvoir injecter cette information directement dans un champ spécifique, dans une application, pour pouvoir le traiter automatiquement. Donc, si je reviens à cette question qui se pose à propos des sources multiples de données, on peut même avoir, par exemple, une lettre manuscrite où DataCap est capable de traiter de l'OCR sur des documents manuscrits. On peut avoir des documents qui ont été générés avec des textes, des zones libres, vous savez, une description, dans laquelle on va être capable d'extraire des entités grâce à l'intelligence artificielle. Ok, j'ai une question. Dans le contexte des factures provenant de multiples sources ayant chacune des formats différents, quel volume de données est nécessaire pour un entraînement efficace? Le volume de données, donc en général, ce qu'on indique, et c'est ce que vous voyez tout à l'heure dans l'interface, c'est 25 documents. Donc, si on compare avec les algorithmes de reconnaissance visuelle, souvent on demande un échantillon contenant 100 photos, 100 images. Là, à partir de 25 documents, on va être capable d'apprendre suffisamment pour pouvoir ensuite traiter des flux immenses de... Ok, autre question. Que fait l'outil des éléments qui ne sont pas dans le couple clé-valeur? Il les donne pour information et ils feront partie de la sortie JSON, mais sinon il n'en fait rien de spécial.